Longwej, vous êtes en le choix, médecin pédiatre au clinique universitaire de Lubumbashi. Vous êtes aussi dans l'enseignement, dans la recherche à l'université de Lubumbashi, président provincial de l'ordre de médecins, président de l'entente de football de Lubumbashi, président du club Caribou, toujours de Lubumbashi, président du club Zaiko Langalanga, du Katanga. Vous êtes président, vice-président de l'Assemblée nationale provinciale plutôt, du Haut-Katanga. Plusieurs casquettes à la fois. Comment vous sentez-vous aujourd'hui dans la peau du vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga? Bien, d'abord, merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Comment je me sens dans ma peau, dans la nouvelle peau? En fait, je me sens plus dans une peau, celle de servir. Dès mon jeune âge, de mon enfance, je crois que j'ai été créé à l'image du Père Céleste avec une seule mission, c'est celle de servir. Et donc, me retrouvant à l'Assemblée provinciale, la mission première d'un député, c'est cette mission noble qui consiste à servir sa nation, son peuple, sa communauté. Et donc pour moi, je ne fais que poursuivre ce que je fais tous les jours. Servir et être au service de l'homme. Et surtout quand on voit toutes les casquettes presque, vous ne faites que servir. Médecin, ordre de médecins, président de flou, président provincial de Langalanga Stars, tout ça. Donc vous êtes et dans la science et dans le loisir. Oui, mais Bush, je voudrais vous poser aussi une question, bien que ce soit votre apanage. Quand on vient au monde, qu'est-ce que l'on doit retenir de ce monde, une fois parti? Qu'est-ce que le monde peut retenir de vous, une fois parti? Il faut laisser des stigmates dans ce monde. Et pour laisser les stigmates, il faut faire le bien. Ça fait plus de 2000 ans que nous parlons de Jésus-Christ. Mais c'est parce qu'il a fait le bien. C'est pour cela qu'on parle de Jésus-Christ. Parce que nous sommes créés à l'image de celui-là qui a fait le bien. Qu'est-ce qui vous retient de faire le bien? Mais on parle aussi du Et diable. quand on fait le bien, on ne mobilise pas autant d'énergie pour faire le bien. Mais par contre, lorsqu'on doit faire le mal, il faut vous mettre dans des conciliabules, dans des imaginations, rien que pour faire le mal. Et là, c'est Et le ça diable. vous prend toute l'énergie. C'est le diable. Alors moi, je ne veux pas perdre mon énergie en faisant le mal. Faisons le bien et je garderai un peu d'énergie pour moi-même. Merci, je ne suis pas seul sur ce plateau. Philly de RTCL a aussi sûrement une question. Honorable Pablo Ngwej, aujourd'hui vous êtes vice-président de l'institution, la première institution de la province. Vous êtes élu député provincial sur plus de 600 candidats. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de voir votre base, celle qui a fait que vous vous retrouviez où vous êtes aujourd'hui? Vous savez, la première des choses pour tout homme sensé, c'est la reconnaissance. Et je le dis toujours, la reconnaissance est une mémoire du cœur. Lorsque on a son cœur porté vers ceux-là qui vous ont tendu la main, la première des choses, c'est de remercier ces personnes. Au lendemain des résultats, je suis parmi peut-être les rares qui ont pu faire cela. La première des choses. On a proclamé les résultats, c'était autour de 1h du matin, 2h. À 5h du matin, j'étais réveillé par les gens qui étaient venus à la barrière, chez moi.
qu'est-ce que je vais trouver comme spectacle? De la farine, tout un sac de farine de ces pauvres personnes qui ont renversé tout un sac de farine en mettant mon numéro de campagne à même le sol. Il y a des personnes qui ne pouvaient même pas m'approcher. Et quand je suis sorti à 5 heures du matin, j'étais aspergé de farine par toutes ces personnes du quartier. Donc, elles n'ont pas fermé l'œil. C'est à 5 heures que moi je suis sorti. Il était 5 heures moins 5 de ce jour-là. Qu'est-ce que je devais faire? C'était un signal fort qu'on m'a fait ce jour-là. Qu'est-ce que je me devais de faire? À 9 heures du matin, j'étais sorti de chez moi pour aller circuler, si pas partout, mais au moins aller marquer ma présence et ma reconnaissance vis-à-vis de ces personnes-là. J'ai circulé la ville de Lubumbashi ce jour-là. Je fais Kamalondo, je fais Katuba, je fais commune annexe, je fais les Rwashi et je fais Kampemba. Le même jour. Mais après, ça ne suffisait pas. Je me suis dit, tout cela, il y a un créateur qui a voulu que ça se passe ainsi. Et donc, je devais me remettre à Dieu. Et pour cela, je ne devais pas aller seul. Je me suis fait accompagner de toutes ces personnes qui m'ont accompagné durant la campagne. Nous sommes allés à Sainte-Marie-et-Virginie, où on a rendu grâce. Et après cela, nous avons partagé un repas avec toutes ces personnes. Pas moins de 500 personnes ce jour-là. Ces personnes sont venues pour partager, ne fût-ce qu'un repas. Mais ça ne s'est pas limité là. Je me suis permis maintenant d'aller dans chaque groupe qui m'a accompagné. C'est ce que j'ai fait durant un mois. Mais vous avez cité la Rwashi, vous avez cité Kampemba, Kenya, Kamalondo, vous avez presque cité toutes les communes de la ville de Lubumbashi. Ce qui sous-entend que vous avez la base là-bas. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de porter leurs problèmes à l'hémicycle provincial? Non, ça vient avec le temps. Mais ça vient déjà. Comment ça? Vous n'avez pas de temps? Non, c'est pas que j'ai pas le temps. Les fonctions, d'abord j'ai été élu député, tout court. Mais au-delà de ça, mes compères députés ont compris que je pouvais apporter plus. Voilà qui m'ont élevé, qui m'ont élu cette fois-là comme vice-président. Et à ce titre-là, c'est tout un travail que nous faisons là-bas. Chaque jour, nous devons scruter tous les dossiers, tous les problèmes dans tous les secteurs de la vie. Pour s'imprégner des problèmes de la société et orienter en vue d'une solution. Orienter les dossiers à l'exécutif ou à d'autres personnes qui sont censées apporter des solutions. Voilà ce que je peux faire. Je ne le fais plus en tant qu'élu de Lubumbashi. Cette fois-là, je porte une grande casquette. Je le fais en tant qu'élu du Haut-Katanga. Et donc, la personne qui est à Poitou, celle qui se trouve à Sakanya, ou à Kipushi, Kambov, Mitoaba et ailleurs, se retrouveront en moi. Parce que je porterai leurs desiderata et les amènerai vers des solutions possibles. Voilà le rôle que je fais. Aujourd'hui, je ne m'appartiens plus à la ville de Lubumbashi. Je m'appartiens à la province du Haut-Katanga. Vous êtes aujourd'hui en politique. Par la voix des jeunes, vous avez été élu comme député provincial. Pourquoi vous n'avez pas pu attendre pour faire nommer? Vous êtes responsable du parti politique pour faire nommer à l'exécutif, par exemple comme ministre ou comme mandataire. Pourquoi vous avez préféré faire la politique au niveau du législatif principalement? Je voudrais ici
éclairer l'opinion. Ça fait 2 ou 3 gouvernements passés, et au niveau provincial, au niveau national, où mon nom pouvait être cité parmi les potentiels ministres ou ministrables. C'est un honneur que l'on soit cité. C'était un honneur. Aujourd'hui encore, je pouvais opter pour l'exécutif. Je pouvais me battre bec aux ongles pour que je sois aussi dans l'exécutif. Ça pouvait se faire. Mais après 1001 réflexions, je me suis dit que peut-être que j'ai été formaté par Dieu, par l'esprit de porter haut les voix des sans-voix. Voilà pourquoi j'ai opté moi pour l'Assemblée provinciale. Pourtant, en étant l'exécutif, les desiderata de vos électeurs pouvaient facilement être résolus que je légiférer simplement. Oui, je ne voulais pas être exécutant. Je préférais rester surveillant de ce que nous tous nous mettons ensemble pour aller de l'avant. En fait, lorsque je suis à l'académie, parce que vous avez commencé par là, lorsque je me tiens dans cette peau-là, cette peau me colle partout en fait. Je viens apprendre, je viens donner une leçon. Et j'observe pour évaluer. Voilà pourquoi je ne tiens pas à rester vraiment à l'exécutif pour le moment. Je préfère donner des idées tendant à un développement de notre communauté et d'observer de loin en apportant nos conseils et nos observations, en orientant les uns et les autres, en recadrant. Ce rôle-là, je l'apprécierais mieux que le rôle d'exécutif. C'est un joli rôle, mais il est mieux d'observer et d'orienter et de conseiller. J'aime bien jouer ce rôle-là, de conseiller. Je veux rebondir à le professeur, vous êtes aussi chercheur, enseignant à l'université de Lubumbashi. Dites-nous si vous avez suffisamment de temps depuis que vous êtes à l'Assemblée provinciale pour vos étudiants. Oui et non. Oui, suffisamment de temps. Pourquoi? Parce que jusque-là, tout mon programme de l'université est plus focalisé au premier semestre. Donc, toutes les charges que moi j'ai au niveau de l'université, je préfère toujours depuis des années les terminer au premier semestre. Et donc pour moi, ça tombe bien parce que j'avais déjà rempli toutes mes charges en rapport avec les cours, par exemple, avec mes étudiants. L'autre charge des deuxième semestre que je garde toujours, c'est l'encadrement au niveau du premier cycle et du deuxième et troisième cycle au niveau de notre faculté. Cet encadrement passe par quoi? C'est par notamment les corrections et les traitements des travaux de fin de cycle, en premier cycle. Ça passe par l'encadrement des étudiants de dernière année dans leur stage, l'encadrement des stages, et l'encadrement de leur mémoire de fin d'études, mais aussi au niveau du troisième cycle. Ça passe par l'encadrement des jeunes assistants et autres chercheurs, et aussi le travail, leur travail de spécialisation et autres. Pour ces charges-là, je continue à le faire. J'ai toute une journée, ou même 2, au cours de la semaine, où je me consacre à l'encadrement de cette jeunesse. Et les TFC, je continue
à travailler là-dessus et à lire tout le temps. Dieu m'a créé avec une petite, je sais pas, un petit horaire de sommeil, ce qui fait que pratiquement une moitié de la nuit, je la consacre à la lecture. Et pourtant, vous, médecins, vous demandez aux gens de beaucoup dormir. Oui, c'est ça, mais bon, 8 heures. oui, malheureusement, ça me crée justement quelques petits soucis de santé, mais en fait, c'est depuis longtemps que je fonctionne comme ça, et donc, toute la nuit, j'ai au moins 2 heures ou 3 heures la nuit pour lire, pour corriger. Et c'est un travail que j'avais accepté et que je continue à le faire. Et donc, concernant mes charges, ça reste tel quel et nous continuons à encadrer la jeunesse par rapport aux études. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Malaika Radio-Télévision avec Serge Mbadi. Docteur Pablo Ngouège, un organisme à part, moins de 8 heures pour le sommeil. Quand je vous regarde et quand j'entends votre présentation, je me dis, voilà l'exemple de la synthèse d'une vie réussie. Vous vous battez pour obtenir ce que vous avez, c'est un destin, vous évincez les autres pour prendre leur place. Parlez-nous un peu de vous. Docteur, vous devenez chef de service de pédiatrie à Sendoué. Vous entrez dans le sport, vous voici président de l'EGLO, je sais pas, l'entente urbaine de football, pardon, EFLO. Vous allez à l'ordre de médecins, président provincial. Et dernièrement, vous accédez à l'Assemblée provinciale où la bataille a été rude. Vous voici vice-président. Je ne parle pas de vos beaux 3 enfants que vous avez eus avec votre femme, un joli choix que vous avez effectué. Dites-nous un peu, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous regrettez dans votre parcours? On dirait que tout vous réussit, tout ce à quoi vous touchez réussit. Non, ça c'est juste le terminus qui vous donne ce reflet-là. Non, ma vie plutôt devrait intéresser les uns les autres, surtout les jeunes. Tout n'est pas facile dans la vie. Il faut se battre. Mais il faut se battre pour un idéal. Il faut se battre dans l'amour et la crainte de Dieu. Il faut se battre pour que, pas pour soi-même d'abord, se battre pour la communauté. Et en fait, les résultats de tout cela, c'est le résultat d'une bataille de longue haleine. Si vous voyez mon parcours académique, il y a beaucoup eu des couacs là-dedans. Tenez, une anecdote. Je suis fin prêt avec mon travail de spécialisation. Je dois défendre. Et mon maître meurt. Mais tout de suite, dans le département, il n'y a personne pour reprendre ce travail. Vous êtes découragé. Mais avant qu'il ne meure, tu as fini avec un travail, et puis un beau matin, il revient et dit, ce sujet-là, je ne l'aime pas, on l'a déjà travaillé. Tu reprends tout à zéro. Tu pouvais arrêter, te dire, ok, j'abandonne. Mais j'ai accepté, on me change de sujet. Je laisse ce sujet-là au placard. Un sujet travaillé pendant 3 années. D'un jour au lendemain, le prof dit, non, je ne suis plus accro. Et nous reprenons le travail avec un autre domaine, un autre sujet. Et quand tu finis, il meurt. Vous faites quoi? Vous risquez de craquer là. On se dit, ok, Dieu est dans, ça va réussir. Et c'est un autre professeur qui prend la relève finalement, qui accepte de prendre la relève et qui m'amène jusqu'au bout. Là, je deviens spécialiste. Pour être agrégé, vous travaillez toutes ces années sans appui financier, sans financement, pour un travail qui m'a coûté
près de 70 000 $. Tu fais quoi? Tu ne décourages pas. Tu te bats. Et quand tu finis le travail, une autorité dit non, d'ailleurs, ton diplôme d'État, on dirait que ce n'est pas toi. Là, c'était Ngwezi, et ici, tu es Ngwej. Ce n'est pas la même personne. Tu ne vas pas défendre. Et puis, tu t'appelles Pablo, alors que là, c'est Dieudonné. Ça te trouble, tout ça. Eh bien, tu ne sais pas défendre. Tu es au bout du gouffre. Mais tu te dis non. On veut te décourager seulement. Tu n'entreprends une autre démarche. C'est d'aller en justice. Il n'y a que le tribunal qui peut sortir un jugement sur la vraie personne. Est-ce c'est moi, ce n'est pas moi. Mais je n'ai pas changé d'institution. C'est l'UNILOU qui m'a formé comme étudiant jusqu'à devenir médecin, jusqu'à me donner les diplômes, tous les diplômes possibles. Mais qu'aujourd'hui, le propre UNILOU me dise que ce n'est pas toi, c'est une autre personne, ça pose problème. Alors on prend encore l'autre combat, l'autre bataille. Et là, le jugement sort, c'est lui Ngwej, Chikwez, Dieudonné, Pablo. Voilà. Et là, on m'autorise à défendre. C'est pas facile. Donc une vie Faut se où battre. tout n'était pas rose. Non, c'était pas rose. Mais c'est aussi parsemé de beaucoup d'embûches. Et parce que vous êtes tenace, vous êtes arrivé. Voilà. Et quand tu prends la vie même politique, c'est la même chose. Un peu comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. On triomphe Laisse sans passer, gloire. oui, justement. Voilà. Et aujourd'hui, vous voilà spécialisé dans la médecine des enfants, la pédiatrie. Vous prenez en charge ce dont Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Créés à l'image de Dieu, vous reconnaissez l'avoir été et vous parlez un peu, beaucoup de Jésus. Quelle est la place de Dieu dans votre vie? Non, c'est la place suprême. Si vous entrez dans ma maison ici, surtout ma femme, elle a sa Vierge Marie partout dans la maison ici. On dirait que c'est elle qui vous entraîne vers Dieu le plus. Non, c'est pas seulement elle qui De vous m'entraîne, qui mais entraîne moi, l'autre. c'est une complémentarité. Vous savez, nous sommes... Mais dans tout ça, vous avez du temps pour vos patients, les enfants? Ce dernier temps, non. Ce dernier temps, il faut l'avouer, depuis la campagne électorale, j'ai touché vraiment de moins en moins à mes petits-enfants pour les soins. Vraiment, ça me manque, ça. Mais vous y pensez. Bien sûr, d'ici là, ce sont les vacances parlementaires. Et tout de suite, je rentre à ce qui est naturel pour moi. Donc, je rentre auprès de mes enfants, de tout petits. Docteur Pablo Ngwej, je vous appelle comme ça puisque nous sommes dans la médecine. Vous n'avez pas suffisamment de temps pour les petits-enfants. Vous attendez les vacances parlementaires pour retrouver ce qui vous est naturel. Mais vous êtes en même temps président provincial de l'ordre de médecins. Est-ce que vous avez le temps pour la corporation? Et comment elle se porte d'ailleurs, cette corporation? Non, la corporation se porte bien, mais là aussi, comme vous venez de le dire, compte tenu des charges horaires que j'ai maintenant, avec la vice-présidence de l'Assemblée, il me faut aussi un peu de temps pour moi. Vous ne comptez pour pas la céder à famille. quelqu'un d'autre? Pour la famille aussi. Et donc tout ça fait que qu'on réduise quand même certaines charges. C'est comme ça que depuis 3 semaines, je pris une mise en disponibilité vis-à-vis de l'ordre de médecins. Et la charge est assurée cette fois-ci par mon vice-président qui continue mon mandat en fait. Mais moi je reste juste à titre consultatif. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des problèmes qui nécessitent mon
mes avis et considérations. Je serai là pour ces avis-là et considérations, mais c'est lui-là qui va engager l'ordre de médecins pour tout le temps qui m'était imparti et qui restait. C'est le docteur Sylvain Kongolo qui est maintenant président, qui va assurer. Mais il y a un autre ordre qui a vu le jour, c'est celui des infirmiers. Comment avez-vous accueilli cet ordre des infirmiers? C'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que au moins, de par la mission d'un ordre, la mission première, c'est d'arriver à encadrer tous les prestataires au sein de cet ordre-là. Et à ce titre-là, comme vous savez, il y a à boire et à manger dans le chef de ceux qui se disent infirmiers. Au moins avec l'ordre des infirmiers, ça va pouvoir nous organiser plus ou moins ce domaine-là. Vous savez, nous tous, nous concourons au bien-être de nos populations. Et donc ce secteur-là était très important pour qu'on y mette un peu d'ordre. Et moi j'accueille très favorablement la création de cet ordre des infirmiers qui va permettre en fait, d'aider à ce que ce secteur soit bien tenu et concourir à la formation continue. Parce que l'autre mission d'un ordre tel que chez nous, c'est d'amener les médecins à être toujours compétitifs. C'est au travers des formations continues. J'ose croire que aussi dans l'ordre des infirmiers, qu'on aura aussi à encadrer ces infirmiers dans leur formation continue. Nous allons changer de sujet parce que nous allons vers la fin de l'émission. Aujourd'hui, vous avez dit que vous ne vous appartenez plus, vous appartenez au Katanga, vous n'êtes plus seulement l'élu de Lubumbashi, mais l'élu du Haut-Katanga, parce que, bien voilà, il y a vos électeurs, les citoyens qui sont à Kasumbalesa, Kweto, un peu partout, donc vous travaillez pour tout ce monde-là, et c'est bien beau. Le Haut-Katanga aujourd'hui a un nouveau gouverneur, jeune aussi, universitaire, et aussi un enseignant à l'université de Lubumbashi, vous en tant qu'enseignant aussi. Est-ce que c'était un critère parmi le choix porté sur Jacques Kabula? Non, c'était pas ce critère. En fait, je voudrais ici vous dire quelque chose qui est devenu une inversion de valeur dans notre pays. C'est quoi en fait le problème dans notre pays? C'est que nous travaillons plus sur l'enveloppe que le contenu. Il suffit de paraître et on se dit non, c'est ça l'homme. Non. Au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau des élus, nous sommes allés chercher le contenu. C'est ce qui nous a permis d'avancer. Dans ce contenu-là, nous retrouvons une fraîcheur d'esprit, la jeunesse. C'est ça la motivation des députés. Nous nous sommes dit qu'avec la jeunesse qui a flexibilité d'esprit, qui a possibilité d'innovation et donc d'un avenir, que de prendre des personnes avec déjà un contenu stéréotypé, bloqué, et qui poserait des problèmes dans l'avancement et la flexibilité de la compréhension d'un problème. Voilà ce qui a été la motivation. Nous avons trouvé dans Jacques qui avait possibilité d'innover, parce qu'étant jeune d'abord, parce qu'étant jeune avec une expérience passée qui est probante de gestion. C'est-à-dire quoi? Il a été aux côtés de ceux-là qui ont géré,
il a vu comment on a géré et il a donné ses points de vue par rapport à cette gestion et par rapport à ce que lui entendait pour aller de l'avant. Et qui a rencontré l'assentiment Et qui a rencontré l'assentiment de la Chambre justement des représentants. Oui, tout à fait. Voilà pourquoi vous avez eu les 32 députés sur un total de 48. Vous en avez eu 32. Et donc pour nous, c'est à lui, nous lui avons accordé cette chance. C'est à lui maintenant de mettre à profit tout ce qu'il a promis et tout ce que nous avons pris comme positif en lui. C'est à lui de matérialiser cela en faisant appel à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la flexibilité qu'a une jeunesse dans l'esprit et dans l'intelligence pour apporter ce que le peuple attend. Ce que le peuple au Katangé attend. Il faut innover, il faut apporter quelque chose de ce qu'on n'a pas encore. Voilà. Professeur, on va rester dans le registre politique. Vous êtes dans l'Assemblée provinciale comme vice-président, bien entendu, l'Assemblée provinciale du Katanga. Vous avez une base qui a des priorités. Et en tant que tel, est-ce qu'on peut savoir cette échelle des priorités de vos électeurs dans cette nouvelle configuration où vous vous retrouvez aujourd'hui? On a besoin de le cacher. Vous êtes du FCC, vous êtes responsable provincial de ECT. Et dans cette nouvelle configuration des coalitions CACH-FCC, vous pensez que l'échelle des priorités de vos électeurs sera respectée? Je crois que nos priorités devraient rencontrer d'abord celles du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons donc caler nos priorités sur base de ce qui sera édicté par le chef suprême et que nous allons rapporter au niveau provincial. Et dans les priorités du chef suprême, on devra calquer les nôtres de sorte à rencontrer les desiderata de nos populations. Qu'est-ce que moi j'entends comme priorité au Haut-Katanga? 1. C'est la sécurité. De plus en plus, vous entendez, on tue ça et là. À l'époque, quelqu'un pouvait quitter, moi étant étudiant, je quittais la Katouba à pied à 1h du matin pour arriver chez moi aux alentours de la RTNC en ville, sans problème, à pied. Nous allons nous amuser à la Katouba ou à Kamalondo et on rentrait à pied à 1h, 2h du matin. Est-ce faisable aujourd'hui? Ça pose problème. Donc l'une des priorités, et ça, c'est à court terme que l'autorité provinciale devait s'y pencher très sérieusement, c'est ramener la quiétude au sein de nos populations. Il n'y a pas qu'une sécurité physique, mais la deuxième des choses, pour moi, qui reste prioritaire, c'est la sécurité sanitaire. Mais la sécurité sanitaire, ça se lie avec la sécurité alimentaire. Donc, dans le secteur de santé, il faut qu'on voie très vite ce qu'il faudrait faire. Tenez, juste ici, à Lubumbashi, à ce qu'on appelle hôpital général de référence de la Roachi. Ce qui était... Ou hôpital général de Kampemba. L'État est pratiquement piteux. Non, nous sommes à Lubumbashi. Je ne dis pas Likasi, nous sommes à Lubumbashi. Et donc, très vite, il faut recadrer ce domaine-là. L'État ou la sécurité alimentaire, on ne doit pas tous les jours dépendre de la Zambie ou des pays de l'Afrique australe. Non, il faudrait quand même qu'un jour, que ce Congo
commence son développement par le développement alimentaire. C'est le socle de tout un chacun comme développement. Pensez-vous qu'avec la faim, on peut bien travailler ou bien étudier? Non. Aucun pays développé ne sait développer en important à manger. Non. Ils ont commencé leur développement en produisant d'abord à manger. Et à ce moment-là, quand on est plein, on pense investir dans d'autres domaines qui peuvent amener. Donc pour moi, les 3 priorités, pour moi, c'est ça comme conseil qu'on donnera à l'exécutif. Okay. C'est très vite la sécurité physique, alimentaire et sanitaire. Alors, nous touchons à la fin. La rédaction me dit déjà qu'il me reste très peu de temps. Malika, télévision? Pour la politique, juste une question pour finir. On va tenir compte du temps qui nous reste. Nous sommes à l'heure de la composition du gouvernement provincial. Il faut regarder la question en face et en parler. Je ne voudrais pas que vous en parliez comme vice-président de l'Assemblée provinciale, mais vous, en tant qu'élu du peuple, sur base de quoi les candidats aux différents postes dans l'exécutif provincial, sur base de quoi le gouverneur devrait aujourd'hui les désigner à ces postes respectifs. Nous savons que les discussions se portent sur les appartenances aux groupes socioculturels, les appartenances tribales, appartenance à la famille politique. Vous, personnellement, s'il vous était donné de donner un conseil, de prodiguer un conseil au gouverneur, il devrait porter son choix en se basant sur quoi pour la composition de son gouvernement? Oui, la question est difficile et très délicate pour malheureusement notre gouverneur. Il est face à un gros problème, un gros souci. Qui choisir, qui prendre pour 10 postes? C'est 10 postes. C'est pour ça qu'il est responsable. Pour moi, le seul petit conseil, compétitivité, compétence, géopolitique. On ne doit pas se leurrer. On doit tenir compte de ça. Et poids politique. Nous sommes en politique. On doit tenir compte de ça. Âge? C'est là où il y a compétence et tout ça. Et donc, pour rester plus ou moins au centre, lui, le gouverneur, qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est de considérer les 6 territoires pour qu'il n'y ait pas de problème. Il doit considérer les 6 territoires composant le Haut-Katanga et les 2 villes, enfin les 2 grandes villes. C'est de considérer la situation géopolitique de la composition de l'Assemblée. Ça, c'est déjà un message fort qu'on a fait par la population qui est le reflet en fait de la pensée de la population. Il faut tenir compte de ça. Mais aussi, c'est pas parce que tu appartiens à tel parti politique ou regroupement politique que automatiquement et que tu appartenais à tel je sais pas moi regroupement socioculturel, directement on te prendrait. Non, là on aussi te prendrait pas. Là aussi la donne maintenant de compétences rentre là-dedans. On ne va pas prendre, je m'excuse, on ne va pas prendre moi médecin, on me met ministre des Finances. Ça poserait problème parce que tout simplement je suis de tel coin ou de tel parti politique qui est majoritaire ou qui est... Non, c'est un non-sens. Même si on dit que le ministre est politique, que ce sont les autres qui viendraient, qui l'aident de son cabinet, qui viennent faire le travail. Mais non. Le ministre doit être en mesure de connaître d'abord les problèmes de son secteur. Il ne faudrait pas que ce soit son directeur de cabinet qui connaisse ça. Et moi, je proposerai au gouverneur, de la même manière que le chef de l'État a proposé qu'il y ait une évaluation trimestrielle de ses activités,
De la même manière, nous sommes en train de voir au niveau de l'Assemblée comment est-ce qu'on proposerait aussi, de la même manière, une évaluation trimestrielle de chaque ministre. Et pour terminer, nous avons commencé par présenter vos casquettes. Vous en avez autant. Mais quelle est l'appellation qui vous vaut le mieux aujourd'hui? Docteur, vice-président, président, comment voudriez-vous qu'on vous appelle? Non, j'aimerais que tu m'appelles par la dénomination que tu trouves indiquée pour moi. J'aime pas rester trop loin de mes gens, de ma communauté. Je vais interdire à un tout petit de m'appeler Pablo ou Papa Pablo. Je vais interdire à un aîné de m'appeler Sampembe ou le berger. C'est aussi mon nom. Non. Si tu trouves que ça me rapproche plus de lui, appelle-moi tel que tu voudrais pour que je sois proche de toi. Ok, merci, c'est dit, et nous vous disons sincèrement merci. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent que nous recevions le vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Dr Pablo Ngouège, avec une multitude de casquettes. C'est ainsi qu'un terme précis n'a pas été arrêté. Nous vous disons merci, et vous aussi merci d'avoir répondu à notre plateau de presse. C'est moi qui vous remercie.